As you can see, it's fascinating to hear Rick Klausner because he has the ability to truly himself scale his observations from very unique events, one-on-one with the director of NASA, to institutional understanding where the fabric... pardon, je parle en français. Il a la capacité extraordinaire de lui aussi aller en échelle micro, macro, et il arrive à réaliser la synthèse en fait de toutes ces échelles, que ce soit institutionnelles et les caractéristiques des institutions qui encouragent et qui rendent possible l'innovation. Surtout, il a eu l'expérience lui-même de comprendre ce phénomène, de passer d'un mode additif à un mode multiplicatif de l'innovation. Et en dernier, bien sûr, quelque chose que nous avons dit dans nos cours, c'est que fondamentalement, l'innovation se connecte à la liberté, que ce soit la liberté du scientifique ou que ce soit la liberté des sociétés. On ne veut pas avoir une innovation réelle sans avoir la liberté de changer, la liberté de concevoir différemment. Bien sûr, quand on parle d'institutions, la plus grande des institutions, c'est toujours, nous sommes organisés en tant que pays, nous sommes organisés en État. Et c'est toujours remarquable pour voir, par exemple, comment Rick, qui était chercheur à la base, est passé du mode individuel au mode national. C'est-à-dire, il a été le directeur quand même du plus gros des instituts du NIH, 6 milliards de dollars de budget par an, une grande institution. C'est toujours remarquable de voir que les scientifiques sont capables de passer du mode laboratoire au mode service public. Un autre scientifique qui m'a beaucoup marqué et que je voudrais présenter, c'est Arnold Münnich, qui est avec nous aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai rencontré Arnold Münnich au NIH. Il était venu me visiter et puis j'avais aucune idée d'Arnold, donc j'avais une équipe de recherche interne, enfin j'avais toujours une petite équipe de Brain Trust. Et puis avant de rencontrer quelqu'un, nous avons mis en place tout un Google search, on a essayé de savoir... Et puis moi, la première chose, quand il y a un scientifique qui venait, je dis, bon, essayez de voir sur l'index des citations. Et puis donc, on arrive à voir France, index des citations. Et puis, je me suis tout de suite rendu compte qu'Arnold Münnich était un des 5 scientifiques français les plus cités au monde. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qu'on doit... Donc, je lui ai donné une audience immédiatement, en tête à tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la passion d'un homme qui voulait rendre service à son pays. Et c'est comme ça que nous avons développé une amitié à distance, une amitié qui s'est ensuite traduite par une collaboration, pour essayer de comprendre exactement le sujet de ce séminaire, le sujet de cette série de cours. Et donc Arnold Münnich, qui bien sûr, comme vous le connaissez, très connu au Hôpital Necker, chercheur à l'INSERM, est aussi conseiller à la présidence de la République française. Et nous lui avons demandé de parler de l'innovation au carrefour de la science et de la politique. Parce qu'en fait, l'innovation politique dont parlait Rick au XVIIIe siècle est encore nécessaire aujourd'hui, et quand même, il y a très peu de scientifiques de haut niveau qui ont été mis, si vous voulez, à l'épreuve de cette tension entre politique et innovation. Donc, c'est mon grand plaisir d'introduire Arnold Münnich ce matin. Arnold. Merci beaucoup, Elias. Je suis extrêmement sensible à votre invitation. Monsieur le Président de l'Alliance, Monsieur l'administrateur général du Collège, Messieurs les directeurs, chers amis, je voudrais remercier Elias qui me donne la chance, l'opportunité de tenter d'expliquer le sens de l'action publique depuis 4 années dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, celui de la recherche et de l'innovation. Donc merci de cette opportunité, cette chance qui m'est donnée d'expliquer, si c'est nécessaire, le sens de l'action publique. Parce qu'il y a une logique à l'action publique, et ces logiques n'apparaissent pas toujours évidentes. Il est toujours bon d'essayer de l'expliciter et d'expliquer en tout cas la volonté qui est celle du gouvernement. À l'origine de cette action publique, à l'origine du mouvement qui est en cours,
Elias le disait, il y a une volonté politique. Il n'y a pas toujours eu une volonté politique, mais là, il y a une volonté politique. Elle a été actée, inscrite de manière tout à fait explicite dans le plan présidentiel qui a abouti à l'élection de président de la République en 2007. Et ça n'est donc pas sur des coups de tête que le gouvernement, sous l'impulsion du président, procède aux réformes, je devrais même dire aux ruptures qui sont en cours actuellement. Alors, je ne vais pas vous rappeler le plan présidentiel, je voudrais juste vous dire 2 ou 3 phrases chocs qui avaient porté l'action du président dans le domaine. Sa volonté de faire de la recherche la première priorité de l'État et de faire de la recherche en santé la première priorité de la recherche. Voilà. Donc il voulait mettre, il a voulu, il veut encore mettre la recherche comme priorité absolue de l'action, de l'impulsion publique. Cela dit, comme l'a rappelé le merveilleux orateur qui m'a précédé, M. Klausner, et comme vient de le dire admirablement Elias, les découvertes ne se commandent pas. L'innovation, ça ne se décrète pas. Vous n'avez pas décrété d'un ministère qu'on va faire une découverte. C'est pas comme ça que ça se passe. Les découvertes ne se décrètent pas top-down, elles se construisent bottom-up. Il y a un physicien français qui a fini sur la guillotine, qui a dit les découvertes, ça ne se commande pas. Il s'appelait Lavoisier, et il en a fait les frais, parce que parfois, l'action publique tente à décréter tout. Eh bien, l'action, le postulat du président de la République, c'est l'inverse. C'est qu'on ne décrète pas une découverte, on ne décrète pas l'innovation, mais on tricote l'innovation, on la construit. Et nos amis anglo-saxons l'ont admirablement démontré depuis longtemps, elle se construit par la base. Donc, le sens de l'action publique, ça a été d'hériter d'une situation que je voudrais vous décrire en quelques mots, et de faire évoluer cette situation vers un autre état que je vais également vous définir en quelques mots. Ensuite de ça, je finirai mon propos par le sens de l'action publique dans le cadre de l'emprunt, qu'on appelle le grand emprunt ou l'initiative d'avenir. Alors, quel est le point de départ qui a été celui de l'héritage de 2007 ? L'héritage de 2007, c'est une situation qui est complexe sur le plan de la recherche et de l'innovation en France, très complexe, puisque on part d'universités qui, comme vous le savez, sont la cheville ouvrière de l'innovation et de la recherche dans les pays développés. Eh bien, on part en France d'universités qui sont historiquement très faibles. C'est un point qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Les universités françaises sont, ou étaient historiquement très faibles. Et c'est du fait de leur extrême faiblesse, qui nous prendrait beaucoup de temps à analyser, et ça n'est pas le lieu de le faire, même si l'histoire doit toujours être prise en considération parce que elle éclaire l'avenir. Eh bien, la riposte à cette faiblesse de l'université n'a pas été de réformer les universités, mais a été de créer d'autres structures pour se substituer à l'université en tant qu'outil de recherche. Et ça a été la création des agences de recherche, le CNRS avant la guerre, l'INSERM après la guerre, qui n'ont en réalité pas remédié à la faiblesse des universités, mais qui se sont substituées à elles pour ce qui concerne la recherche, pas la formation. Les diplômes, les maîtrises, les thèses, la collation des diplômes restent l'apanage de l'université. Donc, l'université a dérivé vers une mission de formation, a été vidée de sa mission de recherche par la création des organismes. Donc, c'était une réponse à une bonne question, qui était la faiblesse de la recherche en France, réponse qui a conduit finalement à une divergence de l'université et des organismes.
Alors ces organismes sont prestigieux, ils sont extrêmement puissants, ils ont la particularité, encore aujourd'hui, et on peut s'en féliciter parce que c'est grâce à eux que la science française s'est positionnée comme elle se positionne aujourd'hui, c'est-à-dire pas si mal. Elle a la particularité, cette structuration en agence, de mettre dans les mêmes mains tous les attributs du pouvoir, au fond. C'est-à-dire que les organismes recrutent les personnels, financent les formations de recherche, décident des orientations scientifiques, évaluent ou évaluaient la recherche et éventuellement, c'est pas vrai de tous les organismes, mais de certains, s'auto-congratulent, s'auto-félicitent et s'auto-décernent des satisfecit. Voilà. Donc c'est des structures qui ont été construites historiquement, distinctes de l'université, et qui, au fond, empilaient toutes les couches de responsabilité de la décision à l'évaluation en passant par l'action et le financement. Et il faut bien dire que pour des raisons historiques qui, là encore, sont passionnantes, mais nous emmèneraient un peu trop loin, les circonstances, la formation des organismes, ont été très mêlées au contexte politique de l'époque. C'est-à-dire que les chercheurs, souvent des héros de la résistance, des gens d'un courage admirable, avec des fortes convictions politiques, ont continué de faire leur métier de chercheur excellemment, mais en mêlant conviction scientifique et conviction politique. Donc il y a eu, et on peut s'en féliciter parce qu'on a eu de très grands scientifiques, des chercheurs qui étaient pétris de conviction et de passion, mais qui peut-être mêlaient un peu leur conviction scientifique avec leur conviction politique, ce qui a fait dire à certains analystes anglo-saxons que, à la différence des chercheurs anglo-saxons qui ont un mode de pensée déductif, pragmatique, eh bien, les chercheurs français ont un mode de fonctionnement inductif. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a une vérité, et il faut que la réalité, les données expérimentales collent à leur conviction. Donc il y a un mode de pensée qui n'est pas indifférent de l'engagement politique par ailleurs. Il y a un mode de pensée qui fait que le chercheur, encore aujourd'hui, c'est peut-être une force, sûrement d'ailleurs, le chercheur français a un mode de raisonnement inductif, c'est-à-dire qu'il a des convictions et les réalités doivent coller avec ses convictions. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et un peu de pragmatisme ne fait pas de mal dans la matière, et c'est de ça qu'il s'agit de faire évoluer. Et je me souviens d'une phrase écrite par un journaliste des Échos, qui s'appelle M. Pérez, et qui écrivait que les convictions des chercheurs vont si loin qu'ils ont décidé de ne pas collaborer avec le monde de l'entreprise. C'est un postulat. On ne collabore pas avec le diable, avec le monde de l'innovation privée, de la valorisation, c'est pas possible. Et je le cite, pour être un bon chercheur en France, il faut être pauvre et refuser résolument de dialoguer avec le monde de l'entreprise. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Pérez, dans les Échos, vous pouvez le lire, c'était peu après le rapport Zerrouni sur la situation de INSERM. Donc voilà, c'est très bien d'avoir des convictions, c'est magnifique, et elles nous ont portés jusqu'où nous en sommes aujourd'hui, mais il y a un revers de la médaille aux convictions. C'est-à-dire qu'on peut être pris dans sa logique, dans son mode de pensée propre, au point de, pour des raisons de conviction, refuser obstinément de collaborer avec le monde de l'entreprise. Et on a eu une réunion hier à Necker dans le cadre de notre IHU, et il y a encore des chercheurs, Clotilde était là, tu te souviens, Clotilde, il y a des interventions qui vont exactement dans ce sens. Il y a des chercheurs qui continuent de diaboliser le monde de l'entreprise et le partenariat public-privé. Donc c'est ça notre héritage. Alors où est-ce que le président de la République a voulu nous emmener ? En contraire, ce que je viens de vous dire n'est pas critique, ça se veut analytique. Au fond, j'étais des leurs.
j'étais idéologique comme les autres. Bon. Voilà, je suis le pur produit d'une génération. Nous sommes le produit d'une génération. En France, ça s'appelle la génération de mai 68. Donc nous sommes les produits de cette génération. Alors comment on nous invite à évoluer maintenant et dans quelle direction nous invitons à évoluer? Je crois que le point d'arrivée que souhaite le projet présidentiel, c'est de réconcilier ce dispositif, un peu comme nos amis américains l'ont fait excellemment et avec le succès qu'on connaît. L'idée, c'est de se garder de la confusion des genres, de ne plus être juge et parti. C'est des principes même éthiques. Je salue Zalek Benoussif dans la salle, qui est un de nos penseurs en éthique les plus importants en France. Eh bien, ce principe fondateur, c'est de ne pas être juge et parti, de ne pas mélanger les gens. On ne peut pas être celui qui décide de s'attribuer à lui-même ou à elle-même de l'argent. C'est pas possible. Comment voulez-vous interrompre les financements dès lors que c'est vous qui décidez de vous financer parce que vous vous trouvez excellent? C'est pas possible. Donc ça, c'est pas possible. Il fallait trouver le moyen de faire évoluer le système. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis pas qu'on le fera en une seconde. Mais l'idée de l'action présidentielle, que je tâche de vous expliquer aujourd'hui, puisque c'est au fond, on fait de l'enseignement aujourd'hui, c'est de séparer les pouvoirs, comme Montesquieu nous l'a recommandé. Séparer les pouvoirs. Donc, l'action présidentielle distingue 4 niveaux de responsabilité. D'abord, l'université autonome au centre du dispositif. C'est la loi sur la responsabilité élargie des universités, qu'on appelle la LRU, qui a été votée en 2007. À l'été 2007, vous vous souvenez, donne l'autonomie aux universités qui veulent la prendre. Je vous rappelle l'hostilité massive du milieu au moment où il a été donné aux universités et aux chercheurs la possibilité de devenir autonomes. Je vous rappelle le rejet massif de la LRU au printemps 2007. Donc, premier sens de l'action publique, c'est donner à celles qui le souhaitent, les universités qui le souhaitent, leur autonomie. Deuxième sens de l'action publique, demander aux organismes de recherche de s'organiser par grands champs disciplinaires et d'évoluer dans la mesure du possible et à leur rythme vers un rôle non plus d'opérateur, rôle dévolu désormais aux universités, mais d'agence de moyens. Donc distinguer le rôle d'opérateur et d'agence de moyens. On ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas, même quand on est un homme ou une femme d'une probité absolue, s'évaluer soi-même, se juger soi-même, se décerner soi-même des critiques, ou des autocritiques ou des satisfecits. Dont l'idée, c'était de demander aux organismes de s'organiser par grands champs disciplinaires. C'est ce qu'on a appelé les alliances, à l'initiative d'André Sirota, après le rapport Zerouni. Donc là, par exemple, dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, la fédération dans l'alliance des sciences de la vie et de la santé des partenaires naturels de ce projet, que sont le département des sciences de la vie du CNRS, l'INSERM, l'INRA, le CEA, les universités et les hôpitaux universitaires. Donc ça, c'est l'alliance, par grands champs disciplinaires, qui se réunissent pour un rôle non plus d'opérateur, puisque c'est au fur et à mesure l'université qui va devenir l'opérateur, mais un rôle tellement plus noble, tellement plus excitant, tellement plus... Enfin, moi, ça me passionne. Le rôle du stratège, le rôle du visionnaire, du pilote de l'action publique, celui qui, la marieuse, celui qui va prendre telle et telle structure, qui va organiser une autre structure, qui va donner une impulsion. C'est formidable comme action, ça. D'être celui qui... C'est Merlin l'Enchanteur. André Sirota, c'est pas un roi ou une reine, c'est celui qui fait les rois et les reines. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. C'est qu'il ne s'agit pas d'être un roi ou une reine de tel ou tel bastion, de telle ou telle féodalité. Il s'agit d'être celui ou celle qui fait les rois et les reines, c'est-à-dire Merlin l'Enchanteur. Donc pour moi, ma petite vision à moi de l'alliance et des alliances et la mission des organismes, c'est d'être Merlin l'Enchanteur. Troisième sens de l'action publique, on ne peut pas en même temps être ce Merlin l'Enchanteur et distribuer l'argent. Il faut que l'argent soit ailleurs, enfin pour l'essentiel, pas en totalité. Donc il faut qu'il y ait un guichet distinct
où on va appliquer pour avoir de l'argent. Ça s'appelle l'Agence nationale de la recherche, ANR. C'est là qu'est l'essentiel du financement, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs français vont chercher leur argent. Jadis, ils avaient un financement récurrent, quelle que soit leur production, quelle que soit leur activité. Je me souviens très bien de cette époque. On recevait de l'organisme une somme d'argent qui était une fonction linéaire du nombre de chercheurs statutaires qu'il y avait dans l'unité. Point. Il y a 10 chercheurs, vous avez 10, vous avez 100 chercheurs, vous avez 100, vous avez 200 chercheurs, vous avez 200. Donc il y a toute une période que beaucoup d'entre vous connaissent et avaient connue, vous en souvenez, vous savez bien que je ne vous raconte pas l'histoire, où les financements des organismes étaient simplement une fonction linéaire du nombre de chercheurs au profil de l'unité. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, il y a un financement sur des projets. Mais évidemment, l'ANR ne peut pas fonctionner sans Merlin l'Enchanteur. C'est-à-dire, Merlin l'Enchanteur doit absolument nourrir la réflexion programmatique de l'ANR. Il ne peut pas y avoir deux instances. Une qui est le stratège national et une autre qui a une autre lubie et qui va s'engager dans une autre action. Donc il faut bien que l'Agence nationale de la recherche obéisse aux instructions programmatiques des alliances. C'est comme le NIH. Et enfin, quatrième instance, pour respecter cette division des pouvoirs à laquelle le président de la République est particulièrement attaché, comme l'était Montesquieu, c'est une agence encore indépendante qui s'appelle l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'ARS, AERES, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et l'ARS est chargée d'évaluer a posteriori l'activité des unités mixtes de la recherche, de l'INSERM dans les universités, du CNRS dans les universités. Donc voilà le dispositif. Je vous ai expliqué le point de départ. Le point d'arrivée, je vous le répète, il est que à la fin du quinquennat, on ait 4 instances qui ont chacune parfaitement compris leur mission, parce que les missions sont très claires dans l'esprit du gouvernement. La mission d'opérateur de recherche dévolue aux universités autonomes, la mission de stratège dévolue à Merlin l'Enchanteur, alias l'Alliance, la mission de financement sur projet, c'est l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et enfin la mission d'évaluation indépendante, parfaitement indépendante, externalisée de la recherche sur les résultats de celle-ci, et c'est l'ARS. Alors, vous vous souvenez, j'ai encore 5 minutes, Elias, oui. Vous vous souvenez de la bronca qui a accompagné la LRU, vous vous souvenez que les chercheurs, les anciens chercheurs étaient tous mobilisés contre l'autonomie de l'université, contre les alliances. Alors, il est assez croustillant de constater que ceux-là même qui ont le plus combattu l'autonomie de l'université sont aussi ceux qui se sont précipités, je suis très heureux, vers la candidature pour être autonome. Donc ceux-là même qui ont combattu la réforme ont été les premiers à y adhérer, à en comprendre le sens et en être des porteurs magnifiques. Et aujourd'hui, sur les 83 universités françaises, c'est un nombre considérable, hein, je vous rappelle que pour un État américain semblable qu'est la Californie, il y a 5 universités en Californie, même population que la France, 5 universités. Nous, 83 universités. C'est 2 à 3 fois plus que l'Allemagne ou l'Angleterre. No comment. 83 universités, la moitié ont demandé et obtenu leur autonomie. Autonomie, c'est pas un 20 mots, c'est pas l'indépendance, c'est pas un 20 mots. C'est-à-dire que progressivement, les universités deviennent maîtresses de leur destin. Très important, un président d'université. C'est comme le patron de Renault. Hein. S'il réussit, c'est son succès. S'il se plante, c'est son échec. Il a tout entre les mains. Dévolution du patrimoine immobilier, comme en Amérique. Les universités vont devenir propriétaires de leur foncier. Vous voyez que, à l'exemple de nos amis américains, et nous avons été sensibles au message d'Elias Zerhouni, nous avons été jusqu'à la délégation patrimoniale. Les universités deviennent, comme Stanford, comme Boston, comme Harvard,
propriétaires de leur foncier. Il y a un empire qui s'appelle la Halle aux Vins. Pour ceux qui connaissent la Jussieu, eh bien Jussieu Paris 6, c'est magnifique. Maintenant, la France a travaillé pour restaurer Jussieu. Ben, c'est Jussieu Paris 6 est propriétaire de son foncier. Il y a d'autres universités qui sont mal loties, mal dotées parce qu'elles ont un foncier minable. Voilà. Donc les universités sont maintenant propriétaires de leur foncier. Elles ont aussi progressivement la délégation de gestion, de manière programmée, organisée, méthodique. Les patrons des grands organismes, André est là, il nous dira si je me trompe, décident dans sa sagesse qui et comment on peut recevoir l'autonomie et la délégation de gestion. Parce que ça ne se fait pas en un jour. Je vous disais qu'on ne décrète pas les découvertes, on ne décrète pas non plus la capacité à être autonome. Surtout quand on a des dizaines d'années d'infantilisation de l'université. Parce que l'université a été infantilisée par notre système pendant tant d'années. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'en sort. Donc progressivement, les universités acquièrent leur foncier, se voient déléguer la gestion de leur fonctionnement, leur personnel, etc. Donc voilà ce qui est en cours, et évidemment, et je vais finir là-dessus, ce qui posait le problème principal, c'était le financement de cette réforme. Eh bien, là encore, il faut quand même rendre hommage au courage de l'action publique, et en particulier du président de la République. C'est que, en pleine crise, alors que vous connaissez les déficits publics, vous connaissez les situations de la croissance dans le monde, en pleine crise, le président de la République a décidé de lancer un grand emprunt. Il faut être fou, soyons clairs. Parce qu'évidemment, on s'est précipité pour lui dire, mais tu vas encore creuser le déficit public, tu vas emprunter 34 milliards, tu vas laisser 34 milliards de dettes supplémentaires pour nos enfants. Il a dit non, c'est pas ça que je vais faire. C'est pas 34 milliards de dépenses supplémentaires. C'est pas des dépenses supplémentaires, c'est pas un nouveau plan de relance, c'est 34 milliards d'investissement pour l'avenir, pour construire notre avenir et l'avenir de nos enfants. 34 milliards, d'ailleurs, dont c'est pas pour l'essentiel, le capital n'est pas consomptible, c'est pour l'essentiel les revenus du capital qui seront distribués. C'est 34 milliards, dont 22 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche. Comme les grandes nations l'ont fait. L'Allemagne l'a fait, l'Angleterre l'a fait. Les Américains sont magnifiques pour ça. Donc, à l'image de nos collègues et amis voisins, on a lancé un grand emprunt à hauteur de 34 milliards, dont 22 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et parmi les 22 milliards, 2,5 milliards destinés à la recherche dans la première priorité, qui sont les sciences du vivant et de la santé. 34 milliards, 22 milliards, 2,5 milliards. Les appels d'offres ont eu lieu, des jurys internationaux souverains, sans français, sans SANS, pas sans 100, sans français, 0 français, pour juger les appels d'offres, et 4 ou 5 très belles actions qui étaient les laboratoires d'excellence, les équipements d'excellence, les instituts de recherche et de technologie, les instituts hospitalo-universitaires, les sociétés d'accélération du transfert de technologie, et enfin les campus d'excellence, ou encore appelés initiatives d'excellence, tout pour rapprocher les chercheurs de la valorisation de celles-ci. Parce que même s'il y a des exemples illustres de réussite de la valorisation dans les organismes, l'idée de la puissance publique est de rapprocher dans toute la mesure du possible la valorisation des chercheurs eux-mêmes. Quand on va dans les grands campus, qu'ils soient américains, canadiens, israéliens, on voit que les sociétés de valorisation, elles sont au plus proches des chercheurs. Je l'ai vu chez toi, Elias. Je l'ai vu à Jérusalem, je l'ai vu à Tel Aviv, je l'ai vu à Haïfa, je l'ai vu partout. Partout, on voit les sociétés de valorisation, non pas dans des bunkers ministériels, non pas dans des agences parisiennes, dans des bureaux ou sous les lambris de la République. On les voit au plus près des chercheurs. On les voit avec eux, à la cafétéria, à boire le café, à prendre une bière ensemble, à discuter, à faire ce qu'ils veulent ensemble d'ailleurs, mais en tout cas à fertiliser la recherche par l'innovation. Donc, cette recherche ne sera valorisable, nous semble-t-il, que si l'innovation est au plus proche des chercheurs.
Et là, on a un progrès énorme à accomplir. C'est ça l'esprit des sociétés d'accélération du transfert de technologie. C'est un pari pour construire, pour le financer à peu près 10 sociétés de valorisation pluridisciplinaire dans les grands campus. Donc rassurez-vous, mesdames et messieurs, on ne va pas refaire les erreurs qu'on a fait avec les pôles de compétitivité. On était parti pour 10, on a fini avec 75. On va faire un tout petit nombre de SAT, d'ailleurs les résultats sont, je crois, connus maintenant, et on va essayer d'amener au fond la valorisation au plus proche des acteurs de la découverte. Alors voilà, je voudrais conclure en vous disant que toute cette action publique nécessite, comme toujours, des explications incessantes. C'est comme dans l'enseignement, comme le maître avec les élèves. Il faut en permanence expliquer l'action publique. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, qu'il n'est pas question de subordonner la recherche à ses seules applications. Il n'est pas question de vendre le CNRS à la découpe. Il n'est pas question de vendre l'université à la découpe. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de subordonner la recherche à laquelle nous sommes tous tellement attachés aux seules applications de celle-ci. Il n'est pas question de nous vendre ou de vendre notre âme au monde de l'entreprise. Il est question seulement de réunir les conditions pour que de la recherche française naisse demain davantage de croissance, davantage d'emplois et davantage de prospérité. Merci de votre attention.